Merci Pierre pour cette invitation, merci Marie-Hélène pour toute l'organisation, j'ai compris qu'elle reposait beaucoup sur vous, et merci à vous d'être là, merci à l'association. Donc on va essayer de parler de la mort, qui a l'air d'un sujet grave, triste, et on va essayer de creuser un petit peu derrière la carapace pour voir si on ne trouve pas un certain nombre de trésors cachés. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors comme l'a dit Pierre, je m'intéresse depuis à peu près 20 ans à la mort cellulaire, donc il va y avoir beaucoup de biologie dans ma conférence, donc beaucoup de sciences du vivant, mais on va évoluer au fur et à mesure vers des considérations qu'on peut qualifier de philosophiques et d'évolutives aussi, puisque l'association que dirige Pierre est une association dédiée à l'évolution. Voilà, donc la mort insaisissable aliène. Là, vous avez le plan de la conférence, vous êtes en train de vous dire que c'est mal parti, parce que le plan a l'air chaotique, mais en réalité, non. On va essayer de tourner autour de la mort. La pensée va se déployer en spirale, on va faire de la biologie, comme je vous le disais, de l'évolution, de la philosophie, pour arriver en fait à essayer de cerner ce qu'est la mort, si tant est qu'on puisse arriver à cerner ce qu'est la mort. Donc je commencerai par le versant biologique, comme je vous l'ai dit. La mort, elle commence par la vie. D'ailleurs, nous sommes constitués de cellules, comme vous le savez. Donc, au sentiment de notre propre individualité, on a l'impression d'être unique, d'être singulier. C'est le cogito de Descartes, je pense donc je suis. À ce sentiment d'être particulier, d'être singulier, fait écho un corps qui est particulier et qui est composé de cellules. Alors ces cellules, l'histoire des cellules qui nous composent commence avec une cellule œuf. Donc c'est l'origine de la vie pour nous, une cellule qui s'est divisée en une nébuleuse cellulaire. Donc on est tous issus d'une série de divisions à partir d'une cellule unique qui était un zygote, un œuf, une cellule œuf. Et on est composé aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, de dizaines de milliers de milliards de cellules. Donc une nébuleuse cellulaire. Et le voyage de cette nébuleuse cellulaire, on a l'impression, lorsqu'on évoque la mort, que la mort serait le terme, la destination finale de cette nébuleuse et des expériences qu'on engrange au fur et à mesure qu'on vit et qu'on évolue sur la planète. Donc une sorte de cycle vital dont la mort serait le terme. Et tout l'intérêt de la conférence, c'est d'essayer de vous démontrer que la mort est également partie prenante de ce voyage et n'est pas uniquement la destination, le terme. Alors ce qu'on va essayer de faire aussi dans la conférence, c'est de se promener entre différentes échelles du vivant. On va parler de mort cellulaire principalement, mais on parlera également de vieillissement, qui est la mort de l'organisme. Donc il existe plusieurs portes d'entrée vers la mort. La mort des cellules, c'est l'une des portes d'entrée. Et le vieillissement est une autre porte d'entrée vers la mort. Et on verra qu'on va essayer de faire ce saut quantique, de passer d'une mort cellulaire à une mort individuelle, en essayant de voir ce qui varie ou ce qui est constant. Voilà, donc on va commencer très rapidement par les origines. Si vous êtes un petit peu perdu, à tout moment, vous levez la main en disant « je ne comprends plus rien ». Et là, je reprends doucement. Ça peut arriver. Alors, aux origines, la mort rôde déjà autour de la cellule œuf, dont je vous ai parlé à l'instant. On a une cellule œuf qui s'est divisée ici, en deux cellules, et on a deux petites cellules qui sont en train de s'autodétruire et qu'on est capable de détecter par des techniques biochimiques, des techniques de biologie qui permettent de voir les cellules qui sont en train de se suicider. Donc on est capable de les marquer, de les visualiser sous un microscope. Et donc à ce stade de cellules, on peut voir qu'on a deux globules polaires, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont en train de s'autodétruire. Un peu plus tard, on a l'embryon qui commence à se développer, donc des cellules qui se divisent. Et ça forme un amas qu'on appelle une blastula. Et là encore, on peut voir des cellules qui sont en train de se suicider. Donc dès le départ, dès les origines de la vie, on peut voir que la mort est en train de rôder autour de ce que nous avons été. Donc je vais parler, dans le cadre de ma conférence, de mort cellulaire active, donc de suicide cellulaire, et non pas d'une mort de type traumatique. Je ne vais pas parler de la mort des cellules lorsque vous vous mettez au soleil et que vous prenez un coup de soleil, ou lorsque vous videz de l'eau de Javel sur votre main, etc. Donc c'est la mort qui correspond à l'enclenchement d'un programme de suicide. Mort cellulaire active, mort cellulaire programmée. Donc cette mort, elle sculpte, et ça c'est un message important, elle permet de sculpter la forme interne et la forme externe de l'embryon. Et on verra que c'est la même chose pour l'adulte plus tard. Ce qui confère la forme de votre visage, le nez, les ailettes du nez, etc., ce sont des cellules qui sont mortes à un certain stade et qui vous confèrent une individualité qui est différente de celle de votre voisin.
Donc cette histoire de la sculpture du vivant par la mort commence dès le début. Et cette mort, elle permet la disparition notamment des ébauches, telles que l'ébauche de la queue. Donc on a tous partagé à un certain stade de notre développement une queue qu'on partageait avec des reptiles, des oiseaux, des singes, etc. Et cette queue a disparu par un processus de mort cellulaire. Je vais passer quelques minutes sur l'exemple qui est sans doute le plus emblématique de ce que la mort représente en termes de sculpture, de morphogénèse, de genèse de la forme lorsqu'on parle du vivant. Alors, c'est ce qu'on peut voir ici. On a un embryon de souris qui a été photographié à différents stades de développement. Et on va se concentrer sur la morphologie de la patte. Alors, je pointe avec mon pointeur, mais j'ai l'impression qu'il ne pointe plus ici. Et on peut voir, en fait, ce qu'on observe, c'est que la patte a changé de morphologie entre un stade précoce de développement et un stade un peu plus tardif. Et ce qui a changé, c'est que le tissu interdigital a disparu. Il disparaît au fur et à mesure qu'on avance dans le développement. Donc la mort cellulaire, c'est un exemple qui a beaucoup frappé les esprits, permet d'individualiser les doigts et les orteils, de donner la forme à la main. C'est un exemple de mort qui sculpte le vivant, comme je l'ai dit. Ici, on peut voir ces cellules en train de se suicider, qui sont présentes donc à un certain stade au niveau de l'espace interdigital, dans la main. Donc là, on a des pattes de souris, encore une fois. Et on s'aperçoit qu'un peu plus tard, ces cellules sont mortes, ont disparu, et on se retrouve avec des orteils qui sont bien individualisés. Alors, la cellule, quand elle s'autodétruit, elle le fait proprement. Ce n'est pas un suicide qui consisterait pour la cellule en fait, à exploser. Ce n'est pas du tout ça. C'est un suicide qui consiste pour la cellule à s'empacter dans des petits ballonnets, des petits sacs. C'est comme si elle se découpait en morceaux et qu'elle se mettait dans des sacs plastiques. Et ces cadavres cellulaires bien empaquetés, ils vont être offerts aux cellules voisines qui vont les digérer, ou bien à des cellules de la circulation sanguine qu'on appelle des macrophages. Donc macros, en grec, c'est gros, et phage, donc phagéine, ça veut dire manger. Donc ce sont des cellules gros mangeurs qu'on voit ici, et qui sont remplies de vésicules, et ces vésicules prennent en charge et digèrent les cadavres des cellules qui se sont suicidées. Alors, les cellules mourantes, donc au niveau de la région interdigitale, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, ce que je montre là, c'est ça. On peut voir donc à chaque fois un petit carré noir, c'est une cellule qui est en cours de destruction. Alors ces cellules, elles disparaissent progressivement, elles libèrent un espace, ce qui permet en fait la régression progressive du tissu interdigital. C'est un petit peu comme si vous aviez une goutte d'eau et que vous mettiez un sèche-cheveux sur la goutte d'eau, ben vous allez avoir une disparition progressive. C'est ce qui se passe au cours du développement. Je vous le dis parce que sur les photos que je vous ai montrées, on a en fait des panels statiques et on ne voit pas cette composante dynamique, cette force biomécanique qui est conférée par la mort cellulaire. Alors j'ai dit que ces cellules mourantes, elles libéraient un espace. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, elles sont extrudées. Alors c'est un terme savant pour dire qu'elles sont expulsées du tissu interdigital grâce à la contraction de filaments qui se trouvent en périphérie des cellules et qui vont se contracter comme les cordons d'une bourse, ce qui aboutit en fait à l'expulsion des cellules. Et cette expulsion va libérer de l'espace et donc va conduire à la régression du tissu interdigital. On a une forme de soustraction créatrice, pour reprendre l'expression d'un philosophe français, Gilles Deleuze, qu'il n'avait pas du tout utilisé pour ça, qu'il avait utilisé pour autre chose, mais qui s'applique au phénomène qu'on a dans le cadre de la mort cellulaire. Alors, j'ai parlé de pattes de souris qui avaient 5 doigts, j'ai parlé donc de mains humaines, j'allais dire pattes, non, de mains humaines. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas du chameau, par exemple, qui a combien de doigts, à votre avis, le chameau? 5 2 3 Alors, ça ressemble à ça, une patte de chameau, c'est 2 doigts, 2 orteils proéminents. Mais il se passe la même chose. Ici, en fait, on détecte les cellules en train de se suicider, elles sont en rouge, et elles sont en train de mourir juste au niveau de la région interdigitale, entre les 2 orteils, mais également autour. Et c'est ce qui sculpte la patte. Donc ce qui est vrai pour la souris, ce qui est vrai pour l'humain, est vrai pour l'ensemble des mammifères et des vertébrés, voire même des animaux, quand on se place sur une échelle un peu plus grande. Donc, à chaque fois que vous verrez une diapositive s'afficher sur fond noir, c'est que le message est un enseignement à tirer de ce que nous enseigne en fait la biologie, l'étude de la mort en biologie. Donc le premier enseignement, qui est le premier message donc à retenir, c'est qu'il existe une mort cellulaire morphogénétique, une mort cellulaire qui sculpte
la forme des organes, des tissus, etc., dans le vivant. Cette notion d'apoptose ou de suicide morphogénétique a été popularisée à la fin des années 90 par Jean-Claude Amezen. Et la conférence que je vous présente lui doit beaucoup, puisque je reprends en partie le déroulé de ses idées dans son ouvrage phare, La sculpture du vivant. Et dans cet ouvrage, Jean-Claude Amezen explique très bien qu'à l'image ancienne d'une mort de type faucheuse qui surgit du néant, du dehors pour tuer, détruire, c'est progressivement surimposé l'image d'une mort qui serait celle d'un sculpteur qui vient travailler au cœur du vivant et donner de la forme aux éléments du vivant, aux tissus, etc. Alors cette mort morphogénétique, elle permet de faire disparaître les ébauches des organes génitaux. Nous avons tous été hermaphrodites à un certain stade de notre développement, et c'est la mort cellulaire qui permet de détruire les cellules du sexe opposé. Cette mort, elle permet de creuser des cavités dans nos organes. Ça, c'est un élément important aussi, qui n'est pas souvent pris en considération. Les cavités, cette mort remodèle en permanence nos os et nos cartilages, et permet de construire nos deux organes les plus complexes, les deux supports de notre mémoire et de notre identité, le cerveau et le système immunitaire. Et dans le cadre de la conférence de ce soir, je ne parlerai que du cerveau, qui est l'exemple le plus abordable. Donc, la mort cellulaire est la sculpture de la complexité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement de notre cerveau repose sur un réseau très fortement interconnecté de neurones. Donc, les neurones sont les cellules nerveuses, et ces cellules sont connectées entre elles par des jonctions qu'on appelle des synapses. Et dans un cerveau adulte, on a 100 milliards de neurones qui sont connectés chacun, soit directement, soit indirectement, à 10 000 autres neurones, ce qui forme 1 million de milliards de connexions. Alors, autant vous dire que cette complexité, on ne peut pas la coder génétiquement. On n'a que 35 000 gènes dans notre ADN. Donc, il faut un autre système. Et l'autre système, il fait intervenir un contrôle séquentiel et dynamique de la vie et de la mort cellulaire. C'est un couplage entre la vie des cellules et leur mort. Et c'est ce qu'on va voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones nouvellement formés vont commencer par émettre des prolongements. Ces prolongements, leur but, c'est d'aller rejoindre un tissu cible. Donc ça peut être la peau, par exemple, ce qui va conférer la sensation du toucher. Ça peut être un muscle, ça peut être autre chose. Ça peut être un autre neurone dans le cerveau, dans le système nerveux central. Alors ces prolongements neuronaux vont être guidés, en fait, dans leur voyage et vont avoir accès à des territoires ou vont être repoussés de certains autres territoires par des cocktails de molécules, donc des molécules qui vont jouer le rôle de guide. Eh bien, on assiste en fait à une autodestruction des neurones dont le prolongement n'a pas capté la bonne combinaison de facteurs de survie. Et lorsque ces neurones réussissent à capter la bonne combinaison, ils ne sont pas tirés d'affaire, ils sont en sursis transitoire, parce qu'il leur faut encore arriver jusqu'à leur destination et capter ce qu'on appelle des neurotrophines, des signaux qui sont émis en fait, par leurs partenaires physiologiques et qui vont leur permettre de rester en vie. Et troisième élément, donc, on revient à une diapositive noire, donc message important, très important même, survivre pour une cellule, ça c'est l'un des messages les plus contre-intuitifs que nous a légué l'étude de la mort cellulaire. Survivre pour une cellule, c'est réussir à empêcher pour un temps, et pour un temps seulement, le suicide. Vivre, un événement qu'on considère généralement comme positif, se révèle être en réalité la négation perpétuelle de la mort, qui est un événement négatif. Je trouve ça très contre-intuitif. Juste pour faire une digression, on entend la même chose pour ce qui concerne la paix, par exemple, qui serait la canalisation constante des envies belliqueuses des différents peuples. Voilà. Alors, ces neurones ne sont toujours pas tirés d'affaire, puisqu'il leur faut aussi établir une connexion qui fonctionne. Et lorsque la connexion, donc la synapse entre un neurone et son tissu cible, ou l'autre neurone, est dysfonctionnelle, eh bien, ce sont les deux partenaires qui se suicident. Alors, la complexité cérébrale émerge donc d'un phénomène d'auto-organisation qui se base sur ce contrôle dynamique de la vie et de la mort cellulaire, qui opère comme une sélection naturelle entre les neurones qui ne produiront pas d'effets biologiques intéressants
et ceux qui seront partie prenante d'une organisation cérébrale fonctionnelle. Et on observe que la moitié des neurones meurent au cours du développement embryonnaire et fœtal. On a donc un couplage entre la survie cellulaire et la nature que tisse chaque cellule avec ses cellules voisines, ou plus généralement avec son environnement. On peut parler, et on parle même, de contrôle social de la vie et de la mort de chaque cellule. Et dans la dernière partie de ma conférence, on s'amusera à passer au niveau individuel, et on essaiera de voir si tous les enseignements que je vous présente maintenant sur fond noir s'appliquent, ou s'ils ne s'appliquent pas, lorsqu'on change d'échelle. Alors ce couplage, ce contrôle social, il se base sur des systèmes de signaux. Donc on a des signaux, des molécules qui naviguent dans le sang et qui vont être captées par des récepteurs qui permettent de lire le message en question, qui est transduit par le signal. Alors tout ce que je viens de dire avec le développement de l'embryon et du fœtus, c'est également vrai à l'âge adulte. La mort continue de jouer des rôles importants. Je vais passer très vite parce que, comme vous l'avez compris, les messages sont les mêmes. On a un contrôle social de la vie et de la mort cellulaire dans le cadre de la prolifération des globules blancs, donc qu'on appelle des lymphocytes. On a tous eu des ganglions, si on a mal à la gorge, si on a une petite infection. Ces ganglions, en fait, ils résultent d'une surprolifération de ces globules blancs. Et le ganglion finit par disparaître. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. Et lorsqu'il disparaît, ça correspond en fait à une vague de suicides massifs. Et seuls les lymphocytes qui seront mémoire, donc qui garderont la faculté de reconnaître plus efficacement et plus rapidement d'autres microbes, resteront en vie. Donc un contrôle social de la vie et de la mort dans le cadre des globules blancs, et qui s'applique aussi dans le cas des globules rouges, dont le taux dans le sang va dépendre en partie de la concentration en oxygène ambiant. Donc vous avez tous entendu parler de ces sportifs qui prennent de l'EPO. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EPO, c'est une hormone qui est surproduite lorsque la quantité d'oxygène diminue dans l'environnement. Eh bien, lorsque cette quantité d'oxygène diminue, on a une surproduction d'EPO, et cette hormone va agir en réprimant, en empêchant le suicide des précurseurs des globules rouges. Ce qui a pour conséquence d'augmenter le nombre de globules rouges dans le sang et donc d'assurer une meilleure captation de l'oxygène. C'est vrai aussi dans le cas des menstruations, où on a en fait un suicide des cellules des vaisseaux sanguins et de l'endomètre, qui est couplé en fait à un calendrier lunaire, donc tous les 28 jours, s'il n'y a pas eu fécondation, bien sûr. L'autodestruction donc, peut être initiée tant du dehors que du dedans. Du dedans, pourquoi ? Parce qu'une cellule qui accumule des mutations génétiques, c'est une cellule qui, normalement, fait deux choses. Soit elle essaye de réparer les mutations, si elle y arrive, elle survit, et si elle n'y arrive pas, elle enclenche son suicide. Donc on a une composante intrinsèque du suicide. Ce qui nous amène à ce chiffre de 90 millions, qui n'est pas le nombre d'euros dans mon compte en banque, hein, je vous rassure, c'est le nombre de cellules qui se sont suicidées dans chacun de vos corps depuis que j'ai commencé à prendre la parole. 90 millions de cellules qui ont été liquidées depuis un quart d'heure. Et ce chiffre, en fait, il est issu d'une moyenne, bien sûr, qui dépend du tissu, qui dépend de votre état physiologique, etc. Mais on estime environ à 100 000 cellules par seconde le taux d'autodestruction moyen, ce qui correspond à 10 milliards de cellules par jour qui subissent une fin tragique. Donc la pérennité de notre corps correspond largement en fait, à une illusion. On est constamment pour partie en train de renaître et pour partie en train de mourir. On a des cellules qui disparaissent et qui sont renouvelées. On a une mort-renaissance perpétuelle, une permanente-impermanente, ce qui correspond bien à la philosophie des systèmes biologiques. Alors, l'exemple le plus frappant de cette permanente impermanence est donné par la peau. On a l'impression qu'on ne change jamais de forme, que la personne que nous avons été il y a 15 jours est la même que celle que nous sommes aujourd'hui. C'est une illusion. La peau est renouvelée fréquemment. On a des cellules de peau qui sont produites au niveau des couches profondes de l'épiderme et qui vont voyager dans cet épiderme pour atteindre la surface. Et lors de ce voyage, ces cellules se différencient. Elles subissent ce qu'on appelle une cornification. Les cellules de la peau meurent et se mettent à ressembler à des briques de cellules qui desquament. Et on a en fait une mort cellulaire permanente, avec une production permanente de progéniteurs
de cellules de la peau au niveau des couches profondes. Donc la peau, notre peau, la peau de l'être aimé, la peau de nos enfants, n'est jamais la même lorsqu'on la touche d'un mois à l'autre. Donc permanente impermanence. Alors comme vous pouvez vous en douter, un mécanisme aussi crucial que la mort cellulaire, lorsqu'il ne marche pas très bien, ça va conduire à des pathologies, à des maladies. Et c'est exactement ce qui se passe. Il faut savoir que aussi bien un excès qu'un défaut de mort cellulaire va avoir des conséquences tout à fait funestes pour la survie de l'organisme. Donc, si on se place du côté de l'excès de mort cellulaire, on a une contribution de cet excès en tant que cause ou conséquence à des pathologies variées, donc chroniques et aiguës, telles que la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, des rétinopathies dégénératives, des AVC, des méningites. Du côté du blocage du suicide cellulaire, il faut savoir que ce blocage est une étape préalable, essentielle, à tout processus de cancérisation. Une cellule tumorale est une cellule qui ne meurt plus, qui n'a plus les moyens de se suicider. Et c'est pour ça qu'on a du mal à la traiter par des stratégies donc anticancéreuses, de thérapie anticancéreuse. Alors ce blocage du suicide cellulaire, dans le cas du cancer, il joue à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que normalement, les cellules qui prolifèrent de manière anarchique et qui subissent ce qu'on appelle un stress oncogénique doivent se suicider. Eh bien, une certaine partie de ces cellules ne se suicident pas. Elles passent à travers le filtre et deviennent tumorales. Un deuxième niveau, dans lequel joue le blocage anormal du suicide, va correspondre à la rupture du contrôle géographique et social de la vie et de la mort cellulaire. Une cellule tumorale peut voyager dans le sang, et vous avez tous entendu parler de ces métastases qui vont s'implanter dans des tissus qui ne sont pas le tissu originel. Ces cellules tumorales, pour certaines, ont le pouvoir de se promener dans des territoires interdits. Et normalement, l'accès à un territoire interdit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, se solde par un suicide. Et dans ce cas-là, on n'a pas de suicide. Et troisième niveau, dont j'ai un petit peu évoqué l'existence tout à l'heure, c'est que ce blocage du suicide cellulaire va empêcher l'éradication des cellules tumorales par des stratégies antithérapeutiques. Chimiothérapie, radiothérapie. Donc ce qu'il faut retenir, diapositive noire, la plupart des maladies qui nous menacent impliquent le dérèglement des signaux et des outils qui contrôlent la vie et la mort cellulaire. Mais alors, d'où viennent-ils ces outils ? Et là, on rentre dans un autre chapitre qui est la mort au cœur du vivant. Il est quand même assez paradoxal que des cellules vivantes aient la faculté de s'autodétruire. Comment se fait-il qu'au cours de l'histoire de la vie soit née cette faculté ? Et qu'est-ce qui tue les cellules finalement ? On peut se poser ce type de questions naïves qui n'en sont pas. Et en général, les biologistes face à un tel questionnement se posent toujours la même question. Ils se mettent à rechercher des programmes génétiques. On a cherché des gènes de l'égoïsme, on a cherché des gènes de l'homosexualité. Et bien à l'époque de la découverte de la mort cellulaire, on a cherché des gènes de la mort. Et on n'en a pas trouvé tout de suite. On en a trouvé grâce à l'étude d'un ver transparent, qui porte un nom aussi barbare qu'élégant, Caenorhabditis elegans. Alors ce ver, il a valu le prix Nobel à 3 chercheurs en 2002, donc prix Nobel de physiologie et de médecine. Ce ver, en fait, il présentait 3 qualités. La première, c'est qu'il est transparent, donc on peut regarder le ver sous un microscope et suivre le devenir de toutes les cellules qui le composent au cours du développement du ver. Le deuxième avantage, c'est qu'on a toujours exactement le même nombre de cellules qui se suicident au même endroit, au même moment. On a des cellules au niveau du territoire qui va donner la tête, qui se suicident en un nombre précis, à un certain endroit. Donc il y a eu des atlas qui ont été faits comme ça. On a donc une mort qui est stéréotypée. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce ver, on peut le muter. Donc on peut fabriquer des mutants génétiques. Et si on fabrique des mutants de gènes qui affectent le suicide cellulaire, on se retrouve avec des vers dont certaines cellules ne se suicident plus. Et donc on est capable de découvrir les gènes impliqués dans le suicide. Et c'est ce qu'ont fait ces 3 chercheurs. Et ils ont découvert l'existence d'un module de contrôle de l'autodestruction qui s'est avéré être très simple. 4 ou 5 acteurs moléculaires suffisent pour qu'une cellule ait la faculté de s'autodétruire. Et donc, peu importe les noms, je ne vais pas vous les citer, donc on a 4 ou 5 acteurs moléculaires, et on a un certain nombre de gènes qui sont impliqués
dans la prise en charge des cadavres, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont des gènes impliqués dans des rites funéraires. Lorsque la cellule s'est suicidée, il faut prendre en charge les cadavres. Donc on a d'autres gènes que je ne vais pas mentionner. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces 4 ou 5 outils moléculaires qui participent au suicide des cellules, qui vont exécuter l'autodestruction, sont conservés au cours de l'évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présence de ces molécules est retrouvée chez d'autres organismes que le ver, et en particulier l'humain. Mais il ne faut pas être anthropocentrique, on en a également chez, qu'est-ce que je vous ai mis là? Un âne, un chevreuil, un ouistiti, un silure, etc. Donc une conservation de cette machinerie, de cette programmation génétique de l'autodestruction. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait, on a un premier outil, donc tous ces outils sont des protéines. Je ne vais pas rentrer dans des détails biochimiques, je sais qu'il y a des professeurs de biochimie dans la salle, éminents. L'idée, c'est qu'on a un exécuteur, une protéine qui est une sorte de guillotine moléculaire, dont le job, dont le travail va être de découper en morceaux la cellule. Mais cette protéine, elle ne peut pas être synthétisée sous une forme déjà active, parce que sinon toutes les cellules se tueraient tout le temps, ça ne marcherait pas. Donc cet exécuteur est synthétisé sous la forme d'un précurseur inactif. Et il faut un activateur pour en fait allumer la mèche. Donc on a ici un petit bâtonnet avec une étincelle, avec une flamme, qui va allumer la mèche d'un exécuteur dont le rôle sera de découper la cellule en morceaux. Et cet activateur est sous le contrôle d'une protéine tueuse, d'un tueur. Il ne faut pas rigoler, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est assez intéressant. Et on a un protecteur qui, sous certaines conditions, peut empêcher le tueur d'activer, de manipuler l'activateur de manière en fait à activer l'exécuteur. Et on a un 5e outil qui est un antagoniste, qui est une molécule qui vient empoisonner le protecteur, ce qui libère les mains du tueur, qui se retrouve libre pour aller commettre son méfait. Et cet antagoniste, il a un autre pouvoir, c'est que quand il vient se lier au tueur, il l'euphorise. C'est une molécule euphorisante. Et le tueur se met à être suractivé, et donc à activer l'activateur pour aller faire exploser la cellule. C'est comme ça que ça se passe. En réalité, c'est un peu plus compliqué, parce que parfois, les tueurs, les protecteurs peuvent se transformer en tueurs, et parfois, les tueurs sont des protecteurs. Et c'est ce que j'essaie d'étudier dans mon laboratoire au CNRS. Ici, vous avez la forme dans l'espace d'une molécule protectrice en bleu, et la forme dans l'espace d'une molécule tueuse en rouge-rose. Et ce qu'on est capable de faire, c'est de superposer les coordonnées atomiques des tueurs et des protecteurs dans l'espace. Ce qui veut dire que ces deux catégories de molécules se ressemblent tellement qu'on ne peut pas les distinguer clairement. C'est un mystère. Et on ne comprend pas très bien comment on a pu en arriver là. Donc voilà la superposition dont je vous parlais. Alors comment agissent ces tueurs et ces protecteurs? Eh bien, en fait, les tueurs viennent perforer des petits éléments qu'on retrouve dans des cellules. Donc là, vous avez une cellule avec une membrane qui sépare la cellule du milieu extérieur. Vous avez un noyau dans une cellule. Et vous avez ce qu'on appelle des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques et les poumons cellulaires. C'est ce qui nous permet de produire de l'énergie et c'est ce qui fait qu'on respire. Donc ces petits organismes qu'on appelle des mitochondries descendent de microbes. C'est pour ça que ça a cette forme un petit peu, ça ressemble à des bactéries. Alors ces mitochondries, lorsqu'on zoome sur elles, donc il y en a à peu près une centaine à des milliers par cellule, donc dans un ovocyte, il y en a 2000 à 10 000, dans une cellule de la peau, il y en a une centaine. Donc ça se présente comme ça, on a une membrane externe, donc ça ressemble à une sorte de gélule, une capsule, avec une membrane externe qui est très lisse, et une membrane interne qui est un peu plus tourmentée, qui présente des villosités, et on a un espace intermembranaire qui n'est pas vide, qui va contenir des molécules. Et alors ce qui se passe, c'est que les molécules tueuses vont former des sortes de cratères, des pores à la surface de la mitochondrie. Donc ce que je vous montre là, c'est comme si on était en train de se placer ici. On est en train de zoomer sur une région qui se situe à la surface des mitochondries, donc au niveau de leur membrane externe. Ben, si on fait ce zoom, on a... Je vais y arriver. Non, j'y arrive pas, si. On a ces protéines tueuses qui forment des cratères, des pores, par lesquels va sortir des molécules qui sont toxiques et qui vont venir se lier à un complexe, macromoléculaire qu'on appelle l'apoptosome et qui correspond au fameux activateur. Et cet activateur va venir activer
les exécuteurs, qu'on appelle des caspases. Ce sont les fameuses guillotines moléculaires qui découpent la cellule de l'intérieur. Et le rôle des protecteurs est normalement de venir se lier aux molécules tueuses et de les empêcher de former ces pores, ces cratères à la surface de la membrane de la mitochondrie. Et les antagonistes viennent se lier aux protecteurs et les empêcher d'aller inhiber les molécules tueuses. Donc voilà un petit peu le scénario que je viens de décrire avec un degré de zoom et de sophistication très important. Alors, la mitochondrie ou les mitochondries ont souvent été comparées à des boîtes de Pandore dont l'ouverture va provoquer le suicide des cellules. Donc vos cellules, toutes vos cellules, renferment à l'intérieur des mitochondries qui, lorsqu'on les perfore, vont exécuter la mort cellulaire, vont conduire à l'enclenchement d'un programme génétique qui va amener la cellule à disparaître. Et là, je vais vous montrer un film, parce qu'on parle beaucoup de suicide, mais on n'a pas vu, vous pourriez ne pas me croire. Est-ce que les cellules se suicident vraiment, finalement? Bien là, vous allez voir une molécule en rouge qui est contenue dans les mitochondries. Lorsque le signal devient diffus, la molécule sort de la mitochondrie, des mitochondries, et très rapidement, la cellule se rétracte, et là, elle va se mettre à exploser. Donc ces cellules ont été filmées dans une boîte de pétri, ce qui explique que les cadavres qu'elles ont générés ne sont pas pris en charge par les cellules voisines ou par les macrophages dont je vous ai parlé au début. Donc voilà. Alors, on a vu qu'il y avait des acteurs tangibles qui participaient au suicide. C'est ce qu'on appelle les causes proximales du suicide, les causes qui vont façonner l'exécution du suicide cellulaire. Alors, d'où viennent ces outils? D'où viennent ces protéines dont on vient de parler, les exécuteurs, les activateurs, les tueurs, les protecteurs? Ça revient à se poser la question de l'origine du suicide cellulaire. Et l'une des manières d'aborder cette question, c'est de se demander très naïvement si toutes les cellules, dans tous les règnes du vivant, ont la faculté de s'autodétruire. Alors, c'est vrai pour les cellules animales et les cellules végétales, qui sont apparues il y a à peu près moins 1 milliard d'années. C'est vrai aussi pour des unicellulaires, comme des champignons, des protozoaires. Donc là, vous avez des levures de bière. Et bien, les levures de bière sont capables d'enclencher un programme d'autodestruction. Donc ces unicellulaires sont apparus il y a moins de 2 milliards d'années. Est-ce que c'est vrai pour les bactéries qui régnaient il y a 3 milliards d'années? C'est vrai aussi. Les bactéries sont capables de se suicider. Elles ont une programmation génétique qui leur permet de s'autodétruire. Diapositive noire, message important, la mort cellulaire est donc ancrée au cœur du vivant. La capacité de s'autodétruire a sans doute représenté dès le départ une propriété intrinsèque du vivant. Ce qui a amené une grande partie des chercheurs du domaine à considérer que ce que la biologie, l'étude de la mort cellulaire en biologie avait démontré, c'est la dualité entre la vie et la mort. L'ambivalence de la vie et la mort. La vie et la mort se portent mutuellement, ou se porteraient mutuellement, au titre d'un processus interne. C'est ce qu'on retrouve dans l'art aztèque et dans l'imagerie traditionnelle mexicaine et dans le symbole du yin et du yang, avec ces couples d'opposés qui se portent mutuellement. Alors c'est une conception qui se tient et qui correspond bien au grand mythe de l'humanité, pulsion de mort, pulsion de vie, Eros, Thanatos, mais est-ce que c'est toujours vrai? Eh bien, des découvertes récentes en biologie remettent un petit peu en question ce dogme du dualisme, de la dualité, de la dichotomie entre la vie et la mort. C'est ce qu'on va voir maintenant. La première porte de sortie du dualisme, quand on sort du dualisme, soit on va vers l'unité, soit on va vers le multiple. Soit on passe de 2 éléments qui s'opposent à un seul élément, on passe du 2 à 1, soit on passe du 2 à 3, à 4, etc. Donc on ouvre une série plurielle. C'est ce qu'on va essayer de faire et c'est ce que démontrent les recherches en biologie pour ce qui concerne la mort cellulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mort cellulaire, le programme d'autodestruction, n'est pas le même suivant les lignages du vivant. La mort cellulaire est un trait qui a évolué à plusieurs reprises de façon indépendante. C'est ce qu'on appelle de la convergence évolutive, que connaît très bien Pierre. On n'a pas de programme unique, ancestral, qui aurait été conservé des bactéries jusqu'à l'humain et qui serait le même pour toutes les cellules pour enclencher l'autodestruction. Deuxième argument qui permet de sortir de ce dualisme,
par le multiple, c'est qu'on s'est aperçu que les cellules pouvaient mourir selon différentes modalités. On a une mort qui est très bien décrite et qui est l'apoptose. Donc c'est celle dont je parle depuis le début quand je vous parle de suicide cellulaire, d'autodestruction. Je parle de l'apoptose. Donc c'est un terme qui vient du grec apoptosis, qui se réfère à la chute des feuilles en automne. C'est ce qu'on peut voir ici. Ce sont ces cellules ici qui se suicident. Et c'est ce qu'on a vu dans le film tout à l'heure. Mais il existe une petite dizaine d'autres moyens pour la cellule de se tuer. On a de la nécrose programmée, on a de la mort avec autophagie, la cornification qu'on a vue tout à l'heure, etc., etc. Donc, on n'a pas de programme unique et sans doute pas d'exécuteur unique de la mort cellulaire qui soit toujours indispensable pour une cellule dans le cadre de son autodestruction. Et sans doute, l'autodestruction est la réponse, non pas d'un exécuteur, mais d'un réseau d'interaction entre différents acteurs. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cet exécuteur qui était activé par un activateur, qui est activé par un tueur, etc. Ce sont des protéines qui se touchent entre elles, qui s'associent et qui vont changer leur manière d'être en réseau, de manière à transduire un signal mortifère, un signal de mort. Ça correspond un petit peu, si on voulait donner une image, à une transition de phase. On a des molécules dans la cellule qui sont sous un ordre donné, on a des interactions données, et lorsque la cellule reçoit un signal qui l'amène à s'autodétruire, on a un changement, une transition de phase, le réseau moléculaire change, et on se retrouve avec un réseau qui amène la cellule à se précipiter vers la mort. Le quatrième argument, c'est qu'il n'existerait pas d'exécuteur du suicide qui ne joue par ailleurs un rôle dans la vie de la cellule. Tous les exécuteurs du suicide jouent par ailleurs des rôles routiniers dans la vie des cellules. Donc ça a été une découverte qui s'est produite dans les 10 dernières années, donc assez récemment. Donc ça nous amène sur un concept assez pointu, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est que les molécules et les acteurs de la mort cellulaire sont polyfonctionnels, c'est ce qu'on appelle de la pléiotropie en évolution. Donc peut-être que finalement, si tous les acteurs de mort ont également des rôles dans le vivant, dans la vie de la cellule, des rôles vitafères, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, par analogie à leur rôle mortifère, bah peut-être que finalement, la notion de mort, telle qu'on l'entendait tout à l'heure, avec cette programmation génétique, bah peut-être que cette notion serait une illusion, et qu'on n'aurait pas de programmation réelle de la mort. On aurait des acteurs qui ont un rôle dans la survie de la cellule, dans la vie de la cellule, et qui peuvent amener la cellule à se tuer, qui peuvent le faire. Donc, comme Janus, le dieu romain des portes, toutes les molécules impliquées dans la mort jouent également un rôle dans la vie. Alors, là, on rentre dans des considérations métaphysiques qui vont nous servir un peu plus tard, et on a deux alternatives. Alors, je vous dis qu'il faut arrêter de penser sous forme binaire, le dualisme, etc., et je ne vais pas arrêter de vous parler de deux alternatives, vous allez voir. J'ai un petit peu honte. Alors, la première alternative, c'est le pouvoir d'autodestruction du vivant serait l'autre face de son pouvoir d'auto-organisation. On aurait vie et mort comme les deux côtés d'une même pièce. Donc c'est le dualisme, la résolution par l'ambivalence, la dialectique. Le pouvoir d'autodestruction serait coprésent à l'origine de la vie. Toute vie suppose la faculté de se tuer, supposerait. Les phénomènes vitaux supposeraient toujours du démantèlement. Ça, c'est la première thèse qu'on peut émettre suite à tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à maintenant. Et la deuxième thèse, c'est que le pouvoir d'autodestruction serait un pouvoir parmi d'autres pouvoirs de la vie, une carte supplémentaire dans le jeu de la vie. Les autres pouvoirs de la vie, c'est l'autoconservation, l'auto-organisation, l'autorégulation, l'autoreproduction, ou le dédoublement avec variation, la différenciation, la régénération, et on pourrait rajouter l'auto-effacement. On n'aurait pas vie et mort comme les deux faces d'une même pièce, mais la mort comme pièce supplémentaire d'un même jeu, d'un jeu divers et multiple. Alors ces thèses, elles correspondent bien sûr à des questions métaphysiques sur l'articulation entre la vie et la mort. Et ces deux thèses qu'on peut qualifier d'infalsifiables au sens popperien du terme. Donc Karl Popper avait donc indiqué que lorsqu'on ne pouvait ni réfuter une thèse ni la confirmer expérimentalement, on qualifie ces thèses d'infalsifiables. On ne peut pas trouver d'argument expérimental, quoique, pour démontrer l'une ou l'autre de ces possibilités. Et c'est un problème typique lorsqu'on cherche à articuler deux concepts qui sont apparemment irréconciliables.
Ce qui est vrai pour la vie et la mort, c'est vrai pour la lumière et l'obscurité, c'est vrai pour l'âme et l'esprit, l'âme et le corps, pardon, c'est vrai pour le chaud et le froid, etc. Donc des concepts qu'on a du mal en fait à réconcilier. Alors ce sont des considérations métaphysiques, et en biologie, ça donne de la métabiologie. Voilà. Donc il y a des livres entiers qui s'écrivent actuellement sur la métabiologie en lien avec la mort cellulaire. Donc en conclusion, pourquoi la mort est-elle insaisissable? Eh bien, parce que on dit souvent la mort, mais en fait, comme vous l'avez compris, il y a des morts. Il y a la mort des cellules, et chaque cellule est capable de se tuer par plusieurs modalités de mort. On a la mort des individus, on a la mort des parties qui n'est pas celle du tout, et la mort, ça peut être un état, être mort, un processus, mourir, un événement, avoir disparu. Ce qu'est la mort est encore différent de ce qu'elle signifie. La mort cache son visage sous plusieurs masques. C'est ce qui rend la mort insaisissable. Deuxième point, il existe plusieurs niveaux d'opérabilité pour la mort. La mort opère à différents niveaux. On a des morts de gènes. Les gènes peuvent mourir, ce qu'on appelle des pseudogènes, donc des cadavres génomiques. On a des morts de cellules. On a des morts d'êtres vivants, mais de sociétés, d'espèces entières. On a des morts qui ne sont pas biotiques, donc qui ne correspondent pas au monde vivant, et qui sont dans des dimensions psychiques, mais qui peuvent porter ce vivant. Donc c'est une dimension qu'on pourrait qualifier d'épicellulaire, au-delà du cellulaire, avec la mort d'un sentiment, la mort d'un souvenir. On a une dimension qui n'a rien à voir avec le vivant, et dans laquelle la mort rôde. On parle de désintégration d'un atome, on parle de disparition, donc de mort d'une langue parlée, on parle de langue morte, on parle de mort d'une étoile. Donc la mort change de masque, en réalité de nature, en se promenant entre différents niveaux de réalité phénoménale, qui ne sont pas hermétiques les uns avec les autres. On a besoin d'un cerveau tangible pour penser, avoir des pensées qu'on ne voit pas. On a donc un dernier niveau, qui est la mort existentielle, qui se rapporte à la mort de l'autre ou à notre propre mort en tant que sujet. C'est encore un niveau différent. Et quand on parle de la mort en général, on a cette fâcheuse tendance à tout mélanger. On regroupe sous le même acronyme des notions qui correspondent à des acceptions très différentes. Et pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que cette dimension existentielle, elle nous amène sur un dernier point, c'est que la mort n'existe qu'à travers ses représentations. La mort n'existe qu'à travers l'image, la perspective que l'on en a. Sinon, la mort n'est qu'un événement. La mort n'est qu'un anéantissement. C'est ce que l'on plaque dessus qui rend la mort insaisissable. C'est le niveau où on se place. La mort interroge la définition de la vie en tant qu'accumulation et mémoire, versus retour à l'indifférencié. La mort serait la dissolution d'une forme, la dissolution d'un élément dans le grand tout, l'oubli. Et comme je vous le disais, dont seule la perspective peut être pensée. Et c'est tout la difficulté de saisir la mort. Donc cette perspective, elle dit quoi? Pour le biologique, elle dit rien. Le biologique est insensible au devenir des éléments qui le composent. Le vivant n'en a rien à faire de la mort. Ne pense pas la mort. Mais pour nous, bien sûr, cette mort, elle symbolise la dépossession ultime de soi, la perte de toutes les expériences qu'on a engrangées, la disparition de ce qu'on appelle notre ipséité. Alors bien sûr, c'est triste, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est triste tout ça? Mais ça cache également des trésors. C'est que ce sentiment de précarité, il peut nous amener à vivre dans la pleine conscience de nous-mêmes, de l'instant présent, de l'ici et du maintenant, dans la pleine conscience de la nécessité d'être authentique, de profiter de sa vie, de lui donner un sens. Voir la mort pour ce qu'elle est, un anéantissement, ça permet de se focaliser sur l'exploration de l'expérience telle qu'on la vit maintenant. Ça, c'est un élément que nous donne à voir la mort. Et pour terminer, la mort, c'est aussi un outil qui nous permet d'avoir le sentiment de faire partie d'un continuum, de prendre conscience de tout ce dont nous avons hérité. Si je m'exprime aujourd'hui, si j'utilise des mots, ce n'est pas parce que je les ai inventés, c'est parce qu'ils m'ont été légués. Si j'écris, l'écriture m'a été léguée. Et la reconnaissance du legs amène à un dernier niveau, qui est celui de la transmission que peut-être nous devons d'opérer à l'endroit des générations qui vont nous succéder. Donc c'est la naissance de valeurs éthiques.
Voilà, donc je voudrais vous remercier, vous, d'abord de m'avoir écouté. J'aimerais remercier Jean-Claude Amezen, donc au travers de ses livres, et puis au travers d'une conférence qu'il a donnée en 2007, donc une conférence Marc Bloch, à laquelle j'ai beaucoup emprunté en termes de déroulé des idées, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors bien sûr, la littérature est ultra abondante lorsqu'on parle de la mort, donc je ne vais pas citer tous les livres qui sont rentrés en ligne de compte. J'aimerais remercier deux amis philosophes, en particulier Joachim Dupuis et Paul-Antoine Miquel, pour des discussions récurrentes sur ce thème. Merci encore, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Merci bien. Merci beaucoup. Nous allons passer à la séance de questions.